Certified K Podcast, épisode là, je pense que c'est un très bon sujet qu'on va avoir aujourd'hui. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas notre mission, on veut vraiment encourager notre communauté et faire briller les gens de la communauté et puis leur dire qu'on a notre place ici au Québec, qu'on soit 100% cambodgien, métissé cambodgien, peu importe, on a notre place et puis on a une histoire à raconter. Surtout notre histoire qu'on a à raconter étant issue de la première génération ou même la deuxième génération en tant qu'immigrant au Québec d'origine cambodgienne, on a quelque chose à raconter. Ah, c'est sûr, c'est 100%, 100%. Et on a plein d'histoires à raconter qui, ces histoires-là peuvent servir à nos jeunes, qui peuvent s'inspirer. Exact. Ou qui peuvent utiliser des leçons, tu sais, comme moi, je me considère pas le meilleur exemple, mais parmi toutes mes mauvaises expériences que j'ai vécues, ben ça peut apporter des leçons viables aux plus jeunes, tu sais. Ça peut être 1 point, 2 points, 3 points. L'important, c'est que tu as réussi à aider la personne. Voilà. Et puis aujourd'hui, on rentre dans un sujet, je pense qu'on en a parlé souvent dernièrement, là. C'est notre place ici au Québec, votre place ici au Québec et comment on est représenté. Ton point là-dessus, toi, David? Si tu me poses la question, je veux dire, man, on est invisibles, nous autres, là. Toi, tu trouves qu'on est invisible à ce point-là? Nomme-moi 2 ou 3 Cambodgiens, man, que tu connais. Ben, je veux dire, on connaît, là, mais 2 ou 3 Cambodgiens, là, qu'on pourrait dire, on les voit régulièrement aux médias, dans les nouvelles, dans les journaux, le téléjournal, ou même dans les films, ou même dans les publicités. Ça, si on va de ce point-là, on est presque invisible. On a 2 femmes, quand même, que je te dirais pas super visibles, mais ils sont sur la plateforme des médias. Qui? On a Chantep. Connais pas. Et puis Raviport. Connais pas. Connais pas non plus. Bon, à cause que tu n'utilises plus le câble à la maison, c'est pour ça. Hey, moi, ça fait 15 ans même que j'ai plus de câble. La communauté cambodgienne, même asiatique, on n'est pas représenté. Ouais. Fait que, quand on dit, est-ce qu'on a notre place au Québec? Oui, on a notre place au Québec. Tu sais. On fait partie du style de vie, de la communauté, des gens actifs. Dans les affaires, dans la main-d'œuvre, le travail, etc. Mais on n'est pas représenté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on est invisible. Tu sais. Mais on sait très bien que, man, j'en connais pas, moi, des Cambodgiens qui ne travaillent pas. Qui travaillent pas, non. C'est rare. Ou qui n'ont pas de restaurant, là, puis qui travaillent 6-7 jours sur. C'est notre stéréotype. Si on n'a pas juste des restaurants, David. Ben oui, mais on a des restaurants. On a des entrepreneurs. Des entrepreneurs, on a des exterminateurs, on a des coachs de vie, on a toutes sortes de Cambodgiens. Ben, ça, je pense que c'est un stéréotype là, que les Cambodgiens, on a des sushi shops ou des Thai Express. Mais ça, c'est vraiment juste une petite portion. Là, mais on est comme tout le monde. Là, on travaille, puis on a d'autres business dans d'autres industries aussi. C'est ça. Mais comme tu dis, je crois que tu as raison d'une manière. Invisible, c'est peut-être le mot juste. Ou peut-être vraiment très, très, très minorité, très visible dans les médias surtout. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs, comme tu dis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont aux nouvelles. Il n'y a pas beaucoup de Cambodgiens, Cambodgiennes qui sont dans des émissions de télévision. Ouais. Ou peut-être on n'a juste pas beaucoup d'acteurs cambodgiens non plus ici au Québec. Ben, regarde bien. Moi, j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, OK? Puis là, je vais déposer mes notes, là. OK. Parce que ça va venir du cœur. On va enlever les gants blancs. ça va venir du cœur, man. Check bien ça. Quand on est arrivé, là, nous, on a fait partie de ce qu'on appelle les enfants de la loi 101. OK? Tout nouveau immigrant arrivé ici, à part la communauté italienne et portugaise ou grecque, je pense, ça, c'est une autre histoire là, qu'on pourra peut-être toucher un jour, là. Mais tous ceux qui étaient arrivés ici dans les années 70, début des années 80, on était obligés d'aller à l'école française. OK? Et ça fait que le gouvernement voulait intégrer les immigrants dans la société québécoise, dans la culture québécoise.
puis qu'on apprenne la langue, puis qu'on puisse utiliser la langue. Fait qu'aujourd'hui, ben regarde, moi, je peux même pas m'exprimer en cambodgien. Je peux pas communiquer en cambodgien pour me faire comprendre. Ok. Oui, je peux parler, tu sais, avec ma famille, tout ça, là, mais avoir un entretien, une conversation qui a du sens, je suis pas capable. Ok, je Tu comprends. comprends? Ouais. Fait que ça, c'est la loi 101. Puis moi, je te dirais, tant mieux, puis je l'embrasse. Je l'embrasse, là, avec les bras ouverts, puis c'est grâce à ça que j'ai découvert la littérature française, classique, québécoise, etc., tu sais. Mais là, man, c'est un booby trap. C'est un booby trap Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais, vas-y. parce que là, tu grandis avec ça, tu apprends le vent, mais plus que les années passent, les décennies passent, 10 ans, 20 ans, 30 ans, là, ça fait 40 ans, puis là, je suis dans ma 50e année au Québec. Il n'y a rien, même pendant toutes ces années-là, qui représente que, regardez, on a éduqué les jeunes immigrants dans notre langue, dans notre culture, Ouais. puis on refuse de les représenter dans les médias. On refuse de faire, de démontrer que ce programme-là a fonctionné. Donc, on a refusé de nous intégrer dans le visuel québécois. Puis c'est ça que je dis que c'est un booby trap. Tu sais. Puis aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai aucun attachement à la culture québécoise courante, je vais te dire. Parce que tout ce qui vient des années 70-80, man, je suis attaché à ça. Là, tu sais, quand je voyais, quand je regardais pour la première fois Elvis Gratton, puis là, tu sais, comment qu'il voyait, puis comment qu'il voyait les étrangers, puis comment que lui, ça le gênait pas là, de voir le Chinois, là, Elvis Gratton, je veux dire, Elvis Wong, qui était en train de voler sa job. Moi, je la trouvais drôle, man. Ah ouais, moi aussi, je trouve ça drôle. Puis c'était le fun parce que, tu sais, il caricaturait, mais c'était le fun de voir ça, tu sais. Puis moi, j'aurais voulu là, qu'il continue à faire des démonstrations caricaturales dans le visuel culturel québécois. Je sais pas si je le dis bien, là, mais ça aurait été le fun, tu sais. Puis moi, je me serais pas senti ou je me serais pas offusqué en disant « Hey, on est en train, là, de se moquer de nous autres, puis qu'ils sont racistes, nanana. » Pas pantoute. Ouais. Tu sais, ça parce que c'est une représentation de comment ils nous voient. Mais c'est parce qu'il n'y a même pas de représentation non, mais qu'ils nous voient. Pour lui, c'est inexistant. C'est Asti Linda, un Asti chinois. Elvis Wong, oui. Ouais. C'est ça, un Asti chinois qui veut être Elvis. C'est quoi cette affaire-là? Oui, mais tu comprends que c'était caricatural. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le fait que Pierre Falardeau il a intégré ça dans le film, c'était le fun, c'était le rafraîchissant, c'était moi, je me suis rallié à ça, là, tu comprends? Puis, je me serais rallié encore plus si la société québécoise, encore là, je distingue deux choses, OK? La société québécoise, dans la réalité, dans le quotidien, elle est complètement différente de la société québécoise visuelle, médiatique. Absolument. Okay? Puis c'est ça ma reproche que moi j'ai envers la société québécoise. OK? Pas celle qui nous a accueillis à bras ouverts. Jusqu'à aujourd'hui, man, la plupart de mes clients qui me font confiance, là, puis qui me donnent les plus grosses jobs, là, puis même le gouvernement du Québec, man, il me donne les plus grosses jobs que j'ai jamais reçus, là. Puis je la remercierai jamais, là, de cette société québécoise-là. Puis, tu sais, je continue à payer mes impôts, là, à payer mes taxes, là. À chaque 3 mois, moi, il faut que je retourne les TPS, les TVQ, là. Fait que je retourne à la société. Ben, tout ce qui est la société québécoise médiatique, culturelle, là, mon gars, moi, je veux pas dire que j'ai pas de respect. Ça serait trop fort, mais je vais plutôt dire que je me rallie pas à ça. Je comprends. Mais moi, je le vois aussi d'une manière que, surtout en 2025, faut que tu justifies quasiment tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Tu peux pas juste arriver sur une émission puis
faire le gars parler comme un immigrant ou je parle comme ça, tabarnak, nanana. Le monde vont rire, ils vont dire c'est pas une représentation de nous. Voilà, comme 20 ans, 30 ans, peut-être comme tu dis, c'était ça, l'asiatique. Ouais. Il y a un accent très lourd. Mais aujourd'hui, rendu, comme tu dis, la loi 101, une personne comme moi, comme toi, qui parle quand même un bon français, on va peut-être pas aimer autant de se faire représenter comme ça. Honnêtement, moi, ça me dérange pas. Moi, je la trouve drôle en tabarouette. Moi aussi, je pense que je la trouvais drôle. Tu sais, dans la question, on demande c'est quoi l'importance pour la diaspora? Qu'est-ce que tu as à répondre, toi, par rapport à ça? L'importance pour la diaspora. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la diaspora, c'est vraiment des enfants qui sont nés dans un autre pays, puis qui sont des enfants d'immigrants. On est des enfants diaspora. Donc, moi, je suis un Cambodgien, je suis né au Québec, je fais partie de la diaspora cambodgienne du Québec. Donc, qu'est-ce qui est important pour le futur de notre communauté cambodgienne? C'est que nos jeunes comprennent que toutes les portes sont ouvertes pour eux. Peu importe le rêve que tu as aujourd'hui, tu veux être un comédien, tu veux être un artiste, tu veux être un danseur, tout est possible. C'est the American Dream, tout est possible. Si tu veux être à la télévision, tu veux avoir ton YouTube channel, parce que maintenant, être une personnalité publique, c'est plus juste à la télé. Tu peux être une personnalité publique sur YouTube, Facebook, Instagram, YouTube. Donc, toutes les portes sont ouvertes. Mais encore une fois, c'est pas tout le monde qui veut être de l'avant. Puis les Cambodgiens, on est une communauté des personnes qui aiment ça, prendre du recul et ne pas être trop mis sur le radar. Sur le spot. Sur le spot, être sur les radars. Et je pense que c'est pour ça une des grandes raisons qu'on n'est pas super bien représenté sur les médias. On n'est pas des revanchards, des revendicateurs, tu sais. Vous nous avez accueillis, nous, on mourait de faim, on mourait à la guerre, on se faisait sauter par des mines antipersonnelles, et vous nous avez accueillis, puis vous nous permettez de travailler, vous nous permettez de s'épanouir, d'acquérir une maison, d'acquérir des maisons, des voitures, puis vivre juste notre vie. C'est tout ce qu'on veut, puis on vous remercie, tu sais. Fait que c'est peut-être pour ça, là, tu sais, qu'on n'est pas très exposé là ou sous le spot là, tu sais, je peux comprendre. Mais pour revenir à la question, c'est quoi l'importance pour la diaspora d'avoir sa place au Québec? Moi, je pense que c'est surtout à ce niveau-là. Tu sais, le Québec nous a accueillis, à nous de faire notre place et à contribuer à la société, tu sais, économique et à faire avancer le Québec. Puis moi, je suis rendu là que c'est surtout ça sur lequel moi je vais m'arrêter, tu sais, sur cet aspect-là. Que le Québec a décidé de ne pas nous inclure dans leur culture visuelle, médiatique, etc. Je m'en calisse maintenant. Là. Exactement, parfait. Je m'en sacre, OK? Parce que ça rejoint un peu à ce que tu dis, parce que aujourd'hui, en 2025, on n'est tellement pas limité, on est tellement pas encloîtré dans des caissons où ce que tu n'as pas de liberté. On a accès à YouTube, comme tu dis, on a accès à Facebook. Tu sais, moi, je peux me ramasser une audience en France, aux États-Unis, en Afrique. Tu sais, puis c'est vrai, tu sais, juste pour faire une petite parenthèse, quand je fais mes vidéos sur ma compagnie, là, j'ai quand même un 10% de gens qui me regardent de l'Afrique et qui me passent des commentaires. « Ah, monsieur, comment on fait pour enlever les punaises de lit, etc., etc. » Tu sais, puis je prends le temps de leur répondre. Tu sais. Donc, je ferme la parenthèse. Alors, vu qu'on est plus limité, ben c'est à nous, si on a des aspirations artistiques, si on a des aspirations whatever, tu sais, qu'on veut se faire connaître, ben c'est à nous d'utiliser ces moyens-là, ces véhicules-là, là, tu sais, puis ça coûte presque à rien, là, tu sais, non, t'as tellement de plateformes gratuites, il y a tellement de plateformes. C'est pour ça que je dis souvent aussi à mes clients, il y a tellement d'options gratuites pour vous faire connaître sur les médias sociaux. Utilisez-les. Ah, mais je suis trop gêné, j'aime pas ça, j'aime pas me voir devant la caméra, excuse. Toutes les excuses sont bonnes jusqu'à temps que tu décides de le faire, puis c'est gratuit. Tu veux te faire connaître,
tu veux qu'on te connaisse sur les médias sociaux, Ouais. tu as passé de contrat. Peu importe dans quelle sphère de travail tu fais, tu as besoin d'être visuel. Ouais. Puis sur ce point-là, tu parlais justement de quand vous êtes arrivé ici, quand on est arrivé ici, nos parents, toi, ils nous ont donné l'option d'avoir des maisons, des voitures, ouvrir des business, avoir un dépanneur comme ta maman, Ouais. puis tout. Ouais. Mais je voulais prendre un stop là-dessus, OK? Parce que même avant qu'on arrive ici et qu'on devienne citoyen du Québec, du Canada, Ouais. OK? Avant qu'on soit représenté ici, toi, t'es né en quelle année? En 1971. 1971, t'as quel âge aujourd'hui? J'ai 32 ans. T'as 32 ans. T'as quel âge aujourd'hui? 54. Damn! 54 ans. Je te voyais un peu plus jeune. Parce qu'elle m'avait demandé l'autre jour, ma conjointe, elle dit, David, à quel âge? Je dis, moi, je pense fin quarantaine, début cinquantaine. Ouais. OK, donc, tu es né en 1971, tu as passé à travers le régime. Ouais, je suis un enfant survivant de la génocide. Là, on peut dire ça comme ça. Là. Ouais. Excellent. Excellent d'une manière parce que ça va renchérir notre histoire. Donc, dans le dernier podcast, tu m'as dit que tu étais né à Phnom Penh. Ouais. Et puis, tu as retenti à Khao Dang, qui est en Thaïlande. Ouais. OK. De Phnom Penh, OK, à aller jusqu'à Khao Dang, tu as comme Phnom Penh jusqu'à d'autres provinces, en autobus, là, de Phnom Penh à Siem Reap, tu en as pour 12 à 16 ans. Puis là, on parle de 1974, 75, 76, peu importe les années que tu as dû travel. Jusqu'en 79. Jusqu'à 79. Ouais. Comment vous êtes rendu là-bas? À pied, en autobus, Ouais. des tracteurs? C'était Ouais. quoi le parcours que tu as dû faire? Qu'est-ce qui était le fun avec les Khmers rouges, c'est qu'ils nous faisaient voyager. OK, OK. Ils nous faisaient découvrir notre propre pays, man. C'est le fun. Ben, regarde, pour plus sérieux, là, comment ça fonctionnait. Quand la ville, la capitale, était tombée dans les mains des Khmers rouges, eux, ben, la plupart du monde connaissent l'histoire, là, mais là, je vais vous la raconter d'une personne qui Qui a vécu. qui a vécu et survécu. Et survécu. OK? Puis, tu sais, si jamais je manque des détails précis, historiques, ceux qui nous écoutent, là, laissez vos commentaires, s'il vous plaît. Donc, quand la capitale est tombée entre les mains des Khmers rouges, eux, ils nous ont forcé l'exode vers les provinces. OK? Donc, les provinces étant les campagnes du Cambodge. Pourquoi? Parce que le but premier ou la mission que le leader numéro 1, qui était Pol Pot. Salut Tsar, dont son nom qui était Pol Pot. Juste en parenthèse, tu sais que ça veut dire Pol Pot? Pol Pot, non, j'en ai peut-être déjà entendu parler, mais je ne me rappelle pas exactement pourquoi on l'a appelé Pol Pot. OK. C'est quasiment un titre ou un surnom que les Chinois lui ont donné. Ça veut dire politically potential. Ou political potential. OK. OK? Fait que diminutif, là, Pol Pol Pot. Pot. Mais son nom cambodgien, c'est Monsieur Salut Tsar. OK? Donc, je ferme la parenthèse. Alors, quand la capitale a été envahie par les Khmers rouges, puis que la capitale Phnom Penh est tombée, donc, eux, dans leur programme, c'était de faire travailler tous les Cambodgiens dans les rizières. Parce que la mission ou le fantasme que Pol Pot avait, c'est de redevenir une puissance mondiale dans la production de riz. D'accord. Lui, il voulait refaire de l'argent, puis devenir le Cambodge revienne une force avec la production puis l'exportation du riz. Exactement. OK? Alors, c'est pour ça que, d'abord, dans son programme, c'était d'exterminer tous ceux qui constituaient un potentiel de soulèvement contre le pouvoir, donc contre lui. Alors, tous ceux qui avaient soit une position élevée dans la société bourgeoise ou venaient d'une famille riche qui était intellectuellement plus développée que la moyenne. Docteur, chanteur, professeur, tout ce qui avait un titre, politicien. Et
Soldats aussi. Soldat aussi. Et Ah aussi- oui, le soldat aussi, hein? Oui, ben oui. OK. Et aussi ceux qui étaient artistes, Mhm. parce que c'était le rejet de tout ce qui représentait le romantisme classique khmer. Donc ça devait être éliminé. OK? Éradier tout. ce qui est- Éradié au complet. OK? Ouais. Il voulait seulement préserver ceux qui ne posaient pas de questions. Donne-moi à manger, puis je vais travailler pour toi. Fais juste assurer de garder ma vie ou de me laisser en vie. Puis ma famille, exact. OK. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'était une exode forcée vers les rizières, vers les campagnes. Alors, nous, on est arrivés dans une petite ville, là, je ne m'en rappelle pas, mais on a marché comme... Est-ce que votre famille était considérée plus up class que les familles en général? Je ne sais pas c'était quoi la classe moyenne au Cambodge, mais juste pour te dire que ma grand-mère avait sa petite business familiale. OK. Et je pense que je l'avais dit à la première épisode, là, que, par exemple, quand que les campagnes étaient contrôlées par les Khmers rouges, mon grand-oncle, qui était médecin, est venu habiter avec nous à Phnom Penh et il avait sa clinique, ouvert sa clinique. Mon père et mon grand-père, c'était des officiers dans l'armée. Oh. Donc, est-ce que c'était upscale? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on Mais pouvait juste être poser- médecin, ton oncle, il aurait décidé de le tuer. Ouais, exactement. Propriétaire de business, officier. Exactement. Puis l'autre oncle de ma mère était un ingénieur dans l'hydroélectricité. Fait que votre famille, en réalité, aurait été éliminée si vous auriez fait capturer, questionner avec les papiers Ah, mais officiels. la plupart ont été exterminés. Ah, OK. Sorry OK? for that. Ouais, ouais, je La plupart ont été exterminés. Là. Le seul qui a survécu, c'est parce que mon grand-oncle qui a réussi à s'échapper juste avant la guerre, avant 1975, qui est arrivé à Montréal comprends. et qui a fait ses études en médecine. Ça, c'est la seule circonstance qui a fait qu'il a survécu. Sinon, il serait passé lui aussi. Là. Je comprends. Donc, on a été déplacés dans cette petite ville à la campagne où ce que les Khmers rouges avaient déjà construit là, des baraques là, OK. Puis ce parcours-là, tu l'as fait comment? à pied. Directement à pied. À pied, puis eux autres, ils nous dirigeaient. Fait que, tu sais, puis t'avais pas une équipe des Khmers rouges qui s'occupait à nous préparer les repas là, pour nous aider lors de cet exode-là, là, tu sais. Tu te débrouillais comme tu pouvais, là. Fait que les gens, ils transportaient leur victuailles sur des mobylettes, sur des cyclos, sur Dans des barouettes. des bicyclettes, dans des barouettes, etc., tu sais. Fait que nous autres, ma famille, je me rappelle, moi, je marchais en arrière là, de la barouette. Des fois, j'étais trop fatigué, fait qu'on me mettait par-dessus. Puis j'avais notre petit chien, tu sais, avec nous, qui s'appelait Kiki. Finalement, un des Khmers rouges l'a trouvé. Puis ce que je raconte là, c'est drôle. C'est des choses qui sont arrivées à d'autres personnes. Puis même dans des films là, comme First They Kill My Father, quelque chose comme ça, là, un film qui a été fait par Angelina Jolie. Angelina Jolie. La madame, elle racontait ce même genre d'histoire-là. Puis c'était ça Est-ce que t'as revécu comme les en flashbacks? regardant le film, ouais? Écoute, j'ai refusé de le regarder parce que je trouvais que ça m'amenait vers des sentiments, des émotions que je ne voulais pas revivre. Ça a pris peut-être 2 ans, là, 1 an ou quoi, là, pour que je puisse commencer à le regarder. Puis je ne l'ai pas fini. Okay. Juste parce qu'il n'a pas été... c'est pas bien fait. C'est juste ça, tu sais. Mais au niveau historique et tout, là, c'était très, très proche. Donc, c'est ça. Un des Khmers rouges avait vu qu'on avait un beau petit chien, puis, man, il nous l'a arraché de notre main, puis ils l'ont mangé. Ils l'ont tout simplement mangé. What the... Ouais. Fait que ça a été Comment un traumatisme. Où vous étiez rendu au premier stop, disons, là. C'est ça. T'es sérieux? Ouais. Fait qu'arrivé là, tous les hommes, donc tous mes oncles avec mon grand-père maternel, ils travaillaient à la rizière.
Donc, c'était eux qui... On leur apprenait parce que, tu sais, les gens de la ville connaissaient absolument rien au niveau des travaux de paysans ou de paysans, c'est ça, tu sais. Fait que, on a dû leur de montrer... fermiers, disons. Ben, paysan, c'est bon? plus noble. OK, c'est bon. Ouais. Aujourd'hui, si tu dis un Québécois à la campagne que c'est un c'est- fermier, man, il va te... Il va dire, c'était quoi? Ouais. On appelle pas ça un Vas-y. paysan. Je suis un cultivateur. Ah monsieur. oui, cultivateur, c'est vrai, excusez-moi. OK? C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. C'est des cultivateurs, ils ont leur propre Ouais, métier. Ben oui, ben oui. Puis c'est très honorable. Donc, alors les femmes allaient travailler aussi. Puis nous, les enfants, moi, j'avais juste 4 ans, là, en 75. Ouais. Puis mon petit frère, il avait peut-être 3 ans, là, 2 ans et demi. Là, Fait tu que sais. tout le monde à pied, puis let's Ouais, go. ouais, c'est ça. Fait que tout cet exode-là, puis là, tu sais, je peux rentrer un peu plus dans les détails, là, mais juste pour finir cette explication-là, c'est que quand on avait terminé un tel endroit, ils nous déplaçaient ailleurs. Tu sais, puis c'était tout le temps en marchant, là. Tu sais, quand les nazis ont fait marcher les prisonniers, là, à l'époque, on appelait ça la longue marche, là. Mais eux, man, ils devaient marcher à travers le froid et tout, là. Oh my god. Alors que nous, oui, c'était la longue marche. Les faibles, ben, ils se laissaient mourir ou bien les Khmers rouges les achevaient à coups de pioche devant tout le monde, là, tu sais. À coups de pioche en arrière de la tête, puis tes yeux roulent, puis tu meurs. Ton âme sort, tu le vois, l'âme partir. Ah ouais, ouais. My god. Puis tous ceux qui étaient trop faibles, ben, ils les laissaient mourir en arrière, tu sais, dans les rizières, tout ça. Fait que ceux qui pouvaient continuer à avancer dans leur déplacement, ben, ils le faisaient. Fait qu'ils arrivaient à un autre endroit, donc soit qu'on leur assignait des tâches pour creuser des digues, parce qu'il fallait agrandir les rizières, tu comprends? Fait que le riz nécessite beaucoup d'eau. Beaucoup d'eau. Fait que exact. tout le système d'irrigation, là, uh-huh. ben, ça devait être travaillé, là, tu comprends? Fait que toute la main-d'œuvre gratuite, là, soumise. Mais toi, à 5 ans, tu faisais quoi? Alors, c'est ça. Les plus jeunes, mettons, si tu avais à partir de 7 ans que tu pouvais travailler quand même, ils te faisaient travailler comme les adultes. Mais moi, j'étais trop jeune. Fait que on nous mettait dans des classes de rééducation. C'est ça. OK, ouais. Fait que là, on nous apprenait que Pol Pot, c'est notre héros, c'est Angkar. OK? Angkar, c'est le dirigeant suprême qu'il faut respecter. Fait que c'était le brainwash, là, tu sais. Une rééducation sur le communiste, là, de votre nouveau. De notre nouvelle identité. Nouvelle identité. Fait que parce que eux, ils voyaient que toute cette jeune-là de ma génération, c'est nous qui allons être des futurs soldats ou whatever qu'ils voulaient nous faire, tu sais. Donc, il fallait qu'on soit éduqués à partir de l'enfance. Fait que moi, parmi la petite enfance, là, ben, tu sais, à 5 ans, si j'avais 7 ans, je serais parti travailler. Ouais. Mais je faisais partie de ce groupe-là. Fait qu'on nous éduquait, ils nous disaient, par exemple, hey, si vous entendez votre mère, vos parents parler contre Anka, là, faites-nous savoir, on va les aider, tu sais. Oh my Fait que god. il y avait des jeunes même qui faisaient ça. Le lendemain, mon gars, on voyait les parents là, attacher les mains dans le dos. Puis à la rizière, il y en a ils n'avaient même pas le temps de faire 2-3 pas. Paf! Coup de pioche en arrière de la tête, ça tombe. Puis là, les enfants, ils s'applaudissent. Bravo! No way. Tu sais? C'était ça la rééducation. Tu comprends? Le brainwashing, là, c'était tellement efficace. Wow! Ils étaient contents, là. T'étais comme, OK, yeah! Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, ça a pris du temps, là. Juste cet aspect-là, là, à me défaire de ça, là, c'était tellement ancré en moi que même jusqu'à l'âge de 15 ans, moi, je me pensais encore un enfant de Pol Pot. Tu sais? La manière que ma mère essayait de me donner de l'affection et tout, je rejetais. Là. La manière qu'elle me disait des mots d'affection, c'était awkward, là, tu sais. Parce que veut C'était pas pas naturel pour moi. veut pas, de ton 4 ans à ton 9 ans,
Ouais. c'est les années où tu absorbes Ben oui, le plus. c'est ça. Donc, toi, c'était ancré en toi, C'est ça. l'éducation que tu as eue. C'est ça, c'est ça, Wow. c'est ça. Puis tu sais, juste le fait de se me perd, là, nous, dans notre tradition, là, quand on doit saluer les adultes, on fait ça comme ça, Ouais, là, c'est notre salutation Muletsua. ouais. Je me sentais forcé, je me sentais pas naturel à faire ça. Est-ce que tu devais le faire? C'était comme obligatoire à l'école là-bas? Ou ils voulaient te l'enlever? Non, il devait, il ne voulait plus qu'on Comprends. adopte les codes de l'ancienne société. Tu comprends? comprends. Ouais. Donc là, la nouvelle c'est quoi la nouvelle manière formatage, de... là, ouais. si tu veux, là, c'était de rejeter tout ce qui était, tout ce qui pouvait nous identifier À l'ancienne à l'ancienne culture, société. OK. Donc c'est pour ça que quand on arrivait ici, moi je me sentais encore, tu sais, maladroit ou mal à l'aise, tu sais, à faire des salutations respectueuses envers les Traditionnel, adultes, disons. C'est Ouais. ça. Fait que la rééducation, c'était ça. Donc, dans chaque ville, on continuait comme ça. Puis, mettons, notre journée, ça pouvait ressembler le matin, tu sais, on faisait des chants à la louange là, de Anka. Puis, Ouais, c'est ça, votre nouveau hymne national. c'est ça, pour Paul c'est ça. Pot. Puis là, dans l'après-midi, ben, on allait chercher des herbes ou des plantes ou des choses comme ça. Puis là, ils nous faisaient travailler, tu sais, pour fabriquer de l'engrais, par exemple, ou nourrir les bœufs, tu sais. Puis à un moment donné, ben, à un des nouveaux villages que j'arrivais, ou nouvelles communes, ils appelaient ça des communes, là. Ma mère, parce que moi j'ai perdu mon père durant la Ok, ton père, guerre. tu l'as perdu durant la guerre. ton Euh, père. Ok. fait que quand il est mort, j'avais 2 ans, fait que je ne l'ai pas trop connu. Donc en 75, ma mère était une single mom, tu sais, une mère monoparentale. En cambodgien, on va l'appeler Memai. Mais Mike, Memai Konpi. C'est ça. Fait que là, il y avait des hauts placés de Pol Pot qui avaient spoté ma mère, tu sais. ouais. Fait que grâce à ça, comme on a comme gagné un petit peu de la sympathie. Puis lui, Des ben, il voyait soldats. une jeune maman, tu sais. Fait que ils nous ont pris comme sous leurs ailes, tu sais. Fait que moi, au lieu de continuer à travailler avec les autres, comme les autres jeunes, ben, il me donnait la tâche de surveiller ses bœufs. Fait que j'étais comme un cowboy, un jeune cowboy, tu sais. Fait que il me montrait comment monter un bœuf ou un buffle d'eau, par exemple, tu sais. Ouais. Fait que je m'occupais de ça. Puis ma mère, elle, sa tâche était de préparer les repas pour les travailleurs, tu sais. Mais quand je te parle de ça, quand on est rendu à ce moment-là, Combien d'années qu'il a passé, ça? peut-être 2 ans, là, les seuls survivants, c'était juste ma mère puis moi. Wow. Puis mon oncle, j'ai perdu 2 oncles, j'ai perdu mon frère. Ton frère. Mon frère, il était déjà mort, puis mon grand-père. Wow. Puis il restait 2 oncles puis une tante, puis ils étaient tous éparpillés partout. C'est ça, les familles se sont faites comme C'est ça, dispersées, tu sais. dispersées. Divisées pour mieux régner, tu sais. Wow. Fait que c'est ça. Donc là, c'était ça leur stratégie. Ils nous laissaient pas un endroit pour qu'on puisse s'enraciner ou se trouver confortable ou même se faire des liens d'amitié avec les villageois. Mhm. Parce que ça pouvait être des occasions pour se révolter, tu comprends? Donc, on était déplacés un peu partout, puis à la fin, vers la fin, quand on a commencé vers les années 77, là, il y avait eu comme des premières tentatives d'intrusion des Vietnamiens. OK. Ouais. Puis là, ben, il y avait des mouvements là, un petit peu de chaos, là, puis de survoltage. Là. Fait qu'ils nous déplaçaient encore. Là, fait qu'on s'était ramassé à Tonlé-Sap, dans un camp de travail. Donc, c'était des maisons sur pilotis, au milieu du Tonlé-Sap. Puis là, j'étais même séparé de ma mère. Wow. Puis là, la fin est arrivée. On voyait des combats qui se faisaient entre les Khmers rouges et les Vietnamiens. Fait que quand il y a eu des escarmouches comme ça, nous, on en a profité pour s'enfuir vers Siem Reap. Ouais.
parce que là, on était rendu à Posat. Mhm. Si tu regardes la map, là, t'as le Tonlé Sap, là, comme ça, là. Mettons le nord c'est Siem Reap puis Angkor Mhm. puis Posat, c'est ici, Ok, ça dans va le sud. sud. Fait qu'on est parti en bateau, là, en plein milieu de la nuit, là. T'as retrouvé ta mère? Ou Ouais, Ok, 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 ok. ah oui, justement. Cette journée-là, je voyais les bateaux partir, puis là, je voyais pas ma mère arriver, là, tu sais. Puis là, je disais, hey, man, je peux pas partir avec, tu sais, sans ma mère, là, tu sais. Finalement, ma mère, elle arrive, elle embarque sur le bateau, et tout, puis on réussit à s'enfuir, là, tu sais. Wow. Avec des Khmers rouges, Oh, eux autres qui aussi. voulaient qui voulaient fuir Oh my aussi, God. qui voulaient nous accompagner, tu comprends? Donc là, on arrive à Siem Reap, puis évidemment, ben, les Khmers rouges qui étaient avec nous, ils ont été dénoncés par les Vietnamiens parce qu'ils avaient déjà occupé. Puis mon gars, ça n'a pas pris du temps. Les Vietnamiens les prenaient, puis une balle en arrière de la tête devant les enfants, puis that's it. Là. Mais au moins, eux, ils avaient la grâce. Ils avaient la noblesse d'utiliser une balle Et pas une pioche. derrière ta nuque au lieu d'utiliser une pioche. Peut-être parce qu'ils avaient plus de moyens, tu sais. Alors qu'une pioche, ça coûte à rien, tu sais. Moins barbare, disons. Ouais, c'est ça. Donc là, à partir de Siem Reap, à un moment donné, ben, on est parti de là. On s'est dirigé vers Battambang. Oui. Puis donc, bateau, encore une fois, à travers le fleuve de la rivière de Battambang. Puis on arrive à Battambang, ma mère, elle avait des tantes qui étaient là, qui ont survécu. Fait qu'on est resté là, puis après ça, on s'est organisé, puis on a fui à travers la jungle, Wow. à pied. Ouais. Puis quand tu marches à travers la jungle, là, ben, tu dois suivre les pas du guide, tu sais, qu'on a payé, là. Mais si tu suis pas puis laisser des mines. Exact. Si tu suivais pas ces pas, ben, tu vois ceux qui ont passé avant toi qui sont morts, tu sais, en plusieurs morceaux, là, tu sais. Donc, c'est comme ça. Puis on est arrivé dans des camps de transit qu'on appelle, là. C'était... À Siem Reap ou... ben, dans la jungle, mais qui était proche de la frontière de la Thaïlande, tu sais. Puis là, ben, c'était sous le contrôle de d'autres partis cambodgiens, tu sais. Tu avais des Khmers rouges qui rôdaient toujours autour, puis qui venaient faire des intrusions des fois, puis qu'ils ils terrorisaient tout le monde, ils tuaient du monde pour voler leurs biens, tu sais, le riz, le or, whatever, qu'ils pouvaient ramasser. Fait que tu avais quand même une organisation de paramilitaires, tu sais, qui prenait en charge la sécurité. Fait qu'on arrivait là. Puis après ça, ben, avec les programmes de la Croix-Rouge et tout, ben, ils nous amenaient à Khao Yai Dang. Okay. Fait que c'est comme ça, tu sais. Fait qu'on s'est déplacé beaucoup. Puis moi, je te dirais, comme enfant, là, les souvenirs que j'ai durant le régime, c'est pas tant des mauvais souvenirs. Oui, la mort était là. Ouais. Tu sais, mon frère, là, il est mort devant moi, là. Tu sais, ma mère le prenait dans ses bras durant la nuit. Tu sais, elle enlaçait le corps mort de mon petit frère parce que c'était son dernier au revoir, tu sais. Fait que la mort était là. Mais moi, malgré tout ça, peut-être j'étais trop jeune pour absorber, tu sais, toute cette réalité. C'était comme une normalité. Ouais. Mais c'était une normalité parce que, tu sais, une occasion, quand on se trouvait en petite gang, les bœufs qu'on gardait, ils mangeaient, ils faisaient, ils se baignaient dans les rivières ou dans les étangs, whatever. Fait que ça nous donnait un petit peu de temps. Fait que nous, on allait chercher des petits fruits dans les arbustes, puis à un moment donné, on grimpait sur un arbre, puis on était trois gars, puis l'arbre, la branche s'est fendue. On est tombé à terre, on est tombé par terre, puis là, on regarde autour de nous, puis on se sentait le sol se dérober sous nous, là. On comprenait pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, à un moment donné, man, une espèce d'odeur nauséabonde qui sort du sol. Fait qu'on était tombé sur du fumier? Là. Non. Un charnier. Un charnier. Ouais, c'est ça. C'est ça le mot que j'avais, que je cherchais. Fait que là, on est tombé
là-dessus, puis là, tu voyais là, des bras sortir, des têtes sortir, puis nous, on Sérieux, s'enfonçait, man. On s'enfonçait. Imagine-toi, là, que c'était une fosse où il y avait du prohoc. Ok, ouais, Tu comprends? je comprends, ouais. Sauf que là, c'était des humains, man. Wow. OK? Fait que là, on tombait là-dedans, puis là, on essaie de sortir. Vous êtes vraiment là, comme puis- enfoui un peu, là. Ouais. Fait que ça, c'est des souvenirs de mon enfance. Fait que ce que je te disais, moi, je retiens beaucoup au niveau comment j'ai apprécié d'être à la campagne, puis de découvrir les fruits, les petits animaux, tu sais, parce qu'on les chassait, on s'arrangeait pour les attraper, tu sais, pour s'en nourrir, tu sais. Fait que ça reste des beaux souvenirs, tu sais, quand tu mets ta main dans un creux de boue, là, puis tu retires un serpent ou un poisson-chat, t'es tout content, là, tu sais. Alors, malgré toute la morbidité qui pouvait être autour de nous, ben c'est des souvenirs que moi, aujourd'hui, quand je goûte un fruit ou je vois une image à la télé, ça me ramène dans ces époques-là, tu sais. Pour ça, je te disais que le palmier... le fruit, l'arbre du palmier, là, ouais. de sucre chez nous, là, Représentait. c'est très représentatif pour moi parce que on a ça partout dans la campagne cambodgienne, tu sais. Puis cet arbre-là, grâce à cet arbre-là, on pouvait avoir du sucre, on pouvait avoir de la nourriture, on pouvait avoir de la protéine parce que tu avais toutes sortes d'animaux qui nidifiaient dans le feuillage, dans les troncs, etc., qu'on pouvait aller ramasser, tu sais. Donc, c'est très significatif pour moi. Fait que quand je vois des images comme ça me ramène à mon enfance, tu sais. Et non les images morbides là, dans lesquelles je me baignais, là, tu sais. Mais malgré ça, je te dirais, tout ce traumatisme-là, ça m'a suivi quand même jusqu'à l'âge de 15 ans, là, tu sais. Je faisais quand même des rêves là, de tous ces événements-là, là, tu sais. Donc, c'est ça, tu sais, pour répondre à ta question. C'est une longue réponse, mais... C'est une longue réponse, c'est une belle histoire, même si on peut le dire comme ça. C'est un beau récit que tu as quand même réussi à passer à travers tout ça, réussi à t'en venir ici avec ta mère, avec quelques membres de ta famille. C'est super important. Ouais. Puis ce vécu-là, tu l'as amené ici, tu as réussi à te faire une vie pour toi. Et puis là, t'es tombé, comme tu dis, là, dans le dilemme de je suis cambodgien, mais je suis pas cambodgien, je veux être plus québécois. Est-ce que aujourd'hui tu te sens autant québécois ou tu te sens plus cambodgien ou tu es encore 50-50? Aujourd'hui, c'est drôle, hein? C'est comme quand tu vas au Cambodge, là, t'as le fleuve Tonlé Sap, puis le fleuve Mekong. Le Mekong, oui. Puis tu as aussi le fleuve Bassac. OK? Le fleuve Mekong, l'eau, c'est l'eau claire. Alors que le fleuve Tonlé Sap, l'eau, c'est la couleur. C'est plus brun parce que c'est de l'eau salée. C'est pas salé. Même pas salé du tout? Non, c'est pas salé du tout. C'est l'eau douce. L'eau douce, OK. Mais le fait que. Le cours. Ouais, c'est ça. De par son courant, ben ça amène beaucoup de sédiments. Okay. C'est ça qui donne la couleur chocolat au lait, tu sais. OK. Puis ces deux fleuves-là qui se joignent, malgré leurs différences, ils forment quand même quelque chose d'unique qui donne la vie. Tu sais, il y a beaucoup de poissons là, au Cambodge là, grâce à ces phénomènes-là. Là, tu sais. Fait que moi, je me sens comme ça maintenant, tu sais. J'ai mon côté cambodgien, murky, chocolat au lait, puis j'ai mon côté plus clair, on va dire, québécois, parce que là, c'est mon subconscient, ma conscience, ma culture qui a été éduquée, qui a été forgée ici au Québec. Puis ça me plaise bien, tu sais, ça me plaît bien, tu sais, d'avoir cette identité-là. Fait que je te dirais, je me sens pas plus cambodgien, je me sens pas plus québécois. Je me sens regardé comme je suis. Puis ça me permet d'être autant à l'aise avec des Québécois blancs que des Cambodgiens, que n'importe quelle autre culture. Cambodgien brun. Ouais. Brun ou pâle, ou whatever. Non, c'est ça. Ça serait
la meilleure explication que je pourrais te donner, là, tu sais. Belle métaphore. Je veux dire, je te trouve que c'est la première fois que j'entends un tel mélange pour se représenter en Cambodgien. Moi, de mon côté, c'est vraiment... J'ai mon identité khmer. C'est vrai, toi, tu es né ici. Je suis né ici. Comment, Donc, comment est-ce que c'est pour toi? moi, comme je te dis, j'ai mon identité khmer, j'ai mon identité québécois. Parce que, veux pas, je suis né ici à Montréal, donc je suis un Québécois montréalais. Et puis mes parents, c'est 2 Cambodgiens. Donc, je suis un Québécois d'origine cambodgienne. J'ai baigné dans le Cambodge beaucoup en grandissant. Ensuite, dans mon adolescence, j'ai pas trop connecté avec la culture, avec les membres de la famille en cambodgien ou avec des amis qui sont cambodgiens. J'ai grandi avec une communauté très haïtienne. Haïtienne, oui. J'ai grandi beaucoup avec la communauté haïtienne à Tétroville, dans sa ville d'Anjou. Ensuite, j'ai été à une école secondaire que principalement c'était haïtien aussi. On avait une petite communauté québécoise qui allait dans cette école-là, latino. Haïtien, une grande communauté haïtienne qui allait dans cette école-là. Puis peut-être il y avait 2 Asiatiques, peut-être. Il y avait moi puis une autre personne. Et puis j'ai grandi comme ça. Puis après, ensuite, passé dans la vie adulte, vers la vingtaine, j'ai commencé à côtoyer la communauté cambodgienne, asiatique. Donc j'ai baigné dans les deux, puis j'ai mon identité khmer, puis j'ai mon identité québécoise. Donc j'ai jamais eu de problème à bien m'entendre avec un Cambodgien, à bien m'entendre avec des Québécois ou la communauté. J'ai très caméléon, je m'entends bien avec tout le monde. Je suis capable de m'ajuster à certaines personnes, à qui que quoi, donc où et tous lesquels. Okay. J'ai pas de soucis vraiment, là. Je suis très... Toi, ton côté québécois, ça va être l'identité québécoise urbaine de Montréal. Urbaine de Montréal, exact. Parce que tu as quand même côtoyé d'autres Québécois de souches différentes, tu sais, latina ou bien haïtienne. Donc, ce qui fait que c'est vraiment ce côté-là qui fait en sorte que ça domine, on va dire, ton identité québécoise. Je dirais que oui et non, parce que mon bon ami de jeunesse, Jean-Michel, j'ai grandi avec lui de 9 ans jusqu'à 16-17 ans. Puis ses parents, chaque été, on s'en allait à Magog, au chalet. Okay. Au chalet, puis il y avait de la famille à Sherbrooke, puis tout. Fait que l'été, des fois sa mère me disait demande à ta maman si tu peux venir au chalet avec nous. Fait qu'on partait pour 1 mois, là. OK, ouais. Okay. 1 mois, aller faire du bateau, aller à la pêche. Fait que directement dans les Appalaches, je pense que ça s'appelle des Appalaches. Là-bas. Puis j'ai baigné là-dedans. Puis c'est vraiment québécois. Il n'y avait pas d'autres ethnicités alentour. J'ai grandi avec eux. Ça, je disais, j'écoutais la musique d'ici, du Québec, Gilles Vigneault, blablabla, etc. Fait, peu importe, c'est pour ça que les gens ils me disent « Comment ça tu connais autant de choses du Québec? Je suis québécois, je suis québécoise, puis je sais même pas ça. Ça dépend qu'est-ce que toi, en tant que personne, tu veux t'instruire avec. Donc, en gros, là, j'aimerais inviter nos auditeurs québécois, cambodgiens, pas cambodgiens, tous ceux qui nous écoutent, merci beaucoup. Laissez dans les commentaires en bas, est-ce que vous pensez qu'on est bien représenté ou est-ce que vous représentez bien notre communauté québécoise, cambodgienne? Je pense que c'est vraiment ça. Je fais un petit appel à tous de participer avec nous. Moi, je dirais plutôt, laissez vos commentaires en bas. Comment vous, individuellement, vous prenez votre place au Québec? OK? Donc, s'il vous plaît, on aimerait ça, avoir vos commentaires, votre feedback par rapport à vos expériences personnelles. Et écrivez, là, même si ça prend toute la page, là, allez-y. Excellent, David. Ouais. Merci. Et puis, tu sais quoi? Merci d'avoir partagé ton histoire parce que, man, c'est tout un parcours. Honnêtement, je te remercie de me demander d'élaborer un petit peu mon expérience, mon vécu, parce que en même temps, ça va laisser peut-être un leg à mes enfants, tu sais, qui m'écoutent
puis qui m'entendent parler, tu sais. Puis merci de cette opportunité. C'est ça. C'est super important. Puis je suis rendu à un point dans ma vie où ce que j'ai passé à travers tout le traumatisme. Aujourd'hui, je suis capable d'en parler comme ça, ouvertement. Puis si c'était il y a 20 ans, là, j'aurais pas pu le faire. Puis d'une manière, je pense que pour ceux qui nous écoutent aussi, qui ont passé à travers et qui ont de la difficulté à en parler, on est ouvert au sujet, on est ouvert à en parler, parce que c'est ça l'expérience qu'on veut, c'est de laisser aux gens s'exprimer. Puis il y en a des traumas. Il y en a des traumas, tout le monde vit des traumas. Puis aujourd'hui, il faut être capable de les laisser aller et puis de raconter votre histoire. J'arrête ça là-dessus. S'il vous plaît, si vous avez une histoire à raconter, laissez-nous des commentaires, laissez-nous un message en privé, puis ça va nous faire plaisir de vous jaser. All right, David? Sur ce, peace! Peace! Akuntran!